Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs! Dans cet épisode de Leader résilient, j'accueille Édouard Le Maréchal, intervenant en transformation d'entreprise et innovation radicale. Bonjour Édouard! Bonjour. Écoute, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Édouard, dis-moi, qu'est-ce que la résilience pour toi? Je pourrais définir ça simplement en disant que c'est la capacité à se relever après une chute. Et ça laisse entendre que derrière ça, il y a la capacité à identifier une chute. Identifier une chute, OK, merci. Donc, toi, tu te présentes comme quelqu'un qui intervient dans les entreprises en innovation radicale. Qu'est-ce que l'innovation radicale? Bien, écoute, bon, on va peut-être pas réexpliquer ce que c'est que l'innovation en général. Enfin, c'est quand même le désir de combler un vide qu'il y a entre une réalité imparfaite et un idéal qu'on imagine parfait. On a l'habitude de dire que l'innovation, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, celle qui améliore les choses petit à petit. Et puis, l'innovation de rupture, celle qui modifie un changement important dans les équilibres pour, là aussi, créer une amélioration. Dans le cas de l'innovation radicale, ça va un petit peu plus loin, c'est de dire qu'en fait, on ne crée pas seulement une rupture, c'est qu'on recommence à zéro, d'une certaine façon. C'est qu'on accepte de lâcher prise sur l'ensemble des éléments qu'on a avec nous pour atteindre quelque chose d'idéal. Donc, il ne s'agit pas de corriger ou de profiter d'un déséquilibre, il s'agit de se jeter directement dans le futur et dans l'idéal. OK. Tu parles lâcher prise sur certains éléments. Qu'est-ce que tu entends par ces éléments? Alors, ces éléments, ça peut être un patrimoine, ça peut être des croyances, des représentations, des convictions, ça peut être une façon de créer de la valeur, ça peut être une relation avec un partenaire. C'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas déposer tout ce que tu sais, que tu crois et dont tu es convaincu pour essayer de voir ce que le futur te demande de faire. OK. Donc, tu vas essayer de créer une image mentale d'un nouveau futur qui a plus les points de référence que tu avais. Exactement. Et alors, ce n'est pas forcément l'image mentale complète du futur, mais tu vas t'intéresser dans le futur à ce qui crée des tensions ou ce qui va devenir critique, important. Donc, il ne faut pas avoir la prétention d'imaginer le futur parce que c'est pas possible. Enfin, ou tu peux imaginer un futur, mais il ne sera pas complet, il ne sera pas juste. C'est de mettre en avant ce qui, dans le futur, est important d'avoir en tête. Parce que si ça se passe, ça aura des grandes conséquences. Donc, ce n'est pas l'ensemble du futur que tu imagines, c'est les choses les plus importantes. Qu'est-ce qui est le grand défi de lâcher prise sur ce que tu connais, puis de repartir à zéro avec les leaders auprès de qui tu interviens? Alors, je vais parler des leaders français parce que je me garderai bien de parler des leaders québécois. Je suis en face de personnes qui ont été élevées, conditionnées très bien pour agir de façon, j'allais dire, extrêmement sophistiquée et en même temps mécanisée sur une situation économique donnée. Et cette situation, grosso modo, c'est la situation du XXe siècle. Une période où on a des cycles d'activité, où on a des croissances qui précèdent et succèdent à des moments de décroissance une notion de compétition, une notion de progrès technique ou économique, et donc un paradigme de pensée qui est finalement assez prévisible, ou en tout cas discernable. La difficulté, c'est de leur faire poser l'hypothèse que ce modèle de cycle n'est plus valide. Qu'aujourd'hui, on est dans une époque transitoire dans laquelle, parce que la globalisation, parce que le monde numérique, parce que des défis climatiques et de ressources, pour toutes ces raisons-là, une dimension de cycle et de progrès continu sans être constant n'est plus valide. Donc ça, c'est le premier défi, c'est de leur dire, est-ce que vous êtes prêts à poser l'hypothèse
que ce que vous avez appris à l'école, ce que vous avez fait avec succès pendant près de 30 ans, n'a plus de validité pour votre avenir ou pour l'avenir de votre entreprise. Donc ça, c'est le premier défi. C'est un défi qui est d'un certain côté colossal parce que ça va à l'encontre de croyances qui sont profondément ancrées et c'est en plus effrayant. Voilà, donc ça c'est le premier défi et le défi principal, je dirais, parce qu'une fois que tu l'as relevé et que tu as commencé à créer quelques brèches, des moments d'incertitude et de doute, et que ces moments d'incertitude et de doute sont considérés comme positifs et non pas négatifs, tu as fait les 3/4 du chemin. Puis dans ce contexte-là, c'est quoi la place que la résilience va occuper? Parce que j'imagine que ça crée les chutes dont tu parlais plus tôt chez les leaders dans les équipes. Alors, la question de la résilience, elle est très ambivalente dans ce cas-là, puisque il ne s'agit pas de… Évidemment, il ne s'agit pas de porter un jugement sur ce qui s'est passé avant, ou de dire c'était une erreur et nous sommes en train de courir à l'échec, etc. Donc, cette notion de résilience, elle est un peu différente au sens où il faut dire j'accepte ce qui s'est passé et j'accepte de considérer que c'est terminé. Okay. La notion de résilience serait sur cette dimension-là et je dirais, ça veut dire aussi évidemment, elle ne soit pas comme dans la résilience, comme dans la définition de la résilience, elle ne doit pas s'accompagner d'un trauma, elle ne doit pas s'accompagner d'une honte ou d'un sentiment de culpabilité. Elle doit être acceptée en tant que telle, comme un chemin différent. Quand tu expliquais les différents types d'innovation, ce qui est monté en moi, c'est Blue Ocean, l'océan bleu de Mo Bang. Comment est-ce que ça se distingue pour toi, l'innovation radicale, par rapport à l'océan bleu? Alors, en fait, l'océan bleu, c'est une des méthodes qui retient vraiment mon attention parce qu'elle fait au moins la moitié du chemin dans « arrêtons de nous battre contre nos compétiteurs ». Et elle propose aussi quelque chose qui consiste à dire « revisitons nos croyances sur qu'est-ce que c'est qu'un bon produit dans notre marché. Qui l'a dit et comment ça se fait qu'on considère que c'est un critère de qualité et si ce n'était pas le cas. Et si nos clients, en fait, n'étaient pas du tout intéressés par le critère sur lequel nous et nos compétiteurs nous battons depuis des années. » Donc là-dessus, ils ont cette dimension de remise en question radicale. Là où je les suis moins, c'est qu'à un moment, ils repartent sur une dimension d'une définition de marché qui est identique à l'ancienne. C'est-à-dire dans laquelle ce qui va fonctionner, c'est le gain le plus rapide possible en termes de revenus, des règles économiques classiques et finalement du néolibéralisme. C'est sur ce point-là que je suis un peu plus sceptique parce que j'ai cette croyance, moi aussi j'ai des croyances, qu'on doit aujourd'hui réfléchir sur des dimensions d'innovation et de transformation qui se libèrent de la doxa actuelle autour du libéralisme, autour du globalisme, etc. C'est un travail qui n'est pas fait par l'océan bleu, qui n'est pas non plus radicalement écarté, mais sur lequel ils ne vont pas. OK. Ben, merci de cette clarification. Dans le contexte de l'innovation radicale, comment est-ce que tu définirais l'échec? Puis, qu'est-ce que tu fais avec cet échec? Alors, dans le contexte de l'innovation radicale, la notion d'échec est assez, elle aussi, ambivalente. Et même, on pourrait dire qu'il n'y a pas véritablement d'échec absolu. Ou d'échec objectif. L'échec dans l'innovation radicale est subjectif. Pour prendre une image, c'est celle du chat de Schrödinger. Vous savez, le chat, c'est le chat qu'on met dans une boîte avec une boulette de viande empoisonnée. Et tant que la boîte n'est pas ouverte, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. L'innovation radicale, c'est la même chose. Tant que tu ne portes pas de jugement dessus, tu ne sais pas si elle est sur la voie de l'échec ou du succès. Et c'est à partir du moment où tu positionnes ton regard dessus, c'est-à-dire que finalement, tu définis des critères, tu définis une échéance, que tu vas décider que c'est un échec ou un succès. Ça revient au fait que dans une innovation,
tu donnes des limites en termes de ressources par rapport à tes objectifs en termes de gains, mais aussi en termes de changement. Dans la réalité, en étant en toute théorie, n'importe quelle idée peut être réalisée. Tout dépend du temps et de l'argent que tu mets dessus. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas d'échec. La question est de savoir, c'est à partir du moment où tu bornes ton innovation en disant il faut que ça ait lieu avant telle année et que ça soit limité dans tel budget, c'est à ce moment-là que tu vas définir un succès ou un échec. Le point qui est important, c'est qu'aussi, il y a un certain nombre de critères qui vont être plus subjectifs et qui vont correspondre à ma représentation de l'innovation ou la tienne. Et si je pense que l'innovation sur laquelle je travaille ou sur laquelle tu travailles doit avoir telle et telle caractéristique et que je ne les retrouve pas dans le projet, je vais considérer qu'elle est sur le vol d'échec. OK. C'est très difficile pour moi de conceptualiser, de m'engager dans un cheminement d'innovation radicale sans avoir de point de repère ou quelque chose qui va me donner du feedback. Donc, est-ce que j'avance bien ou pas dans cette innovation radicale? Donc, comment est-ce que tu gères ce besoin humain de jauger où on est rendu? J'aurais envie de dire, par provocation, je ne le gère pas. OK. Donc, qu'est-ce que tu en fais? Ça fait partie des éléments qui sont anxiogènes dans la démarche. Oui. Dans la mesure où, en fait, dans l'innovation radicale, une des façons de se libérer de ses croyances initiales et de sortir de ses schémas est de travailler à l'envers. Travailler à l'envers. Au lieu de dire qu'est-ce que je veux obtenir, c'est de dire à quoi ressemblera le monde si j'ai réussi. En ce faisant, tu réfléchis aux conséquences de ton innovation sans savoir à quoi elle ressemble. C'est quelque chose de relativement différent de tes habitudes de pensée. Et c'est pour cela que, d'une certaine façon, des critères de progrès au cours de ta réflexion manquent de sens. Okay. Les éléments qui vont définir ou pas le succès de ton innovation, c'est son acceptation par tes parties prenantes. OK. Donc, j'essaie de résumer ici, là. Corrige-moi si je suis à côté. Ce que j'entends, c'est que tu t'imagines un futur qui est le résultat de ton innovation radicale, dont certaines parties prenantes, certaines parties prennent, acceptent. Et puis, ça n'est plus un processus systémique de, bon, je reçois un feedback, je m'ajuste pour avancer, mais plutôt au moment présent, la décision que je prends dans mon innovation radicale, est-ce qu'elle mène vers cette vision que j'ai du futur? Alors, en fait, c'est l'innovation radicale, elle est définie par 3 éléments. Elle est définie par ta vision du futur, d'un côté. Elle est définie par ton ambition. Et l'ambition, ça va être qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour l'obtenir. Et qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table et voir disparaître pour arriver à ton innovation. Et elle est composée de tes ressources, de tes capacités. Ces 3 éléments se répondent les uns les autres. C'est-à-dire que ton futur va te définir les ressources dont tu as besoin. Ton ambition va te définir comment tu peux acquérir ces ressources et si tu peux les acquérir. Et le futur va augmenter ou réduire tes ambitions. Et de la même chose pour les ressources. Donc, ces 3 éléments doivent se parler. C'est pour ça que la notion de monter des critères de progrès sur cette dimension-là est difficile à mettre en œuvre parce que c'est quelque chose qui est progressif, mais qui est qualitatif. Donc, avoir des indicateurs de progrès chiffrés, c'est pas applicable en tant que tel. Donc, quel doit être l'attitude, le mindset, l'attitude d'une équipe qui s'engage dans l'innovation radicale? Alors, ça doit être une équipe qui déjà, d'un point de vue caractère et j'allais dire profil psychologique, doit être diverse.
Parce que au cours de ce projet d'innovation, comme dans n'importe quel projet d'innovation, bien entendu, il y a des moments de doute, des moments de colère, des moments de grande anxiété. Évidemment, il ne faut pas que l'ensemble de l'équipe adopte les mêmes schémas de pensée et les mêmes schémas émotionnels au même moment. Ça, c'est le premier point. Le mindset, l'état d'esprit, c'est véritablement un moment de savoir lâcher prise. Ça veut dire d'être ouvert et curieux à la contradiction, d'imaginer d'autres façons de décrire la réalité, d'avoir une… Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est d'avoir une pensée visionnaire et puis d'avoir une pensée systémique, c'est-à-dire à un moment d'être capable de voir plus les mouvements et les dynamiques plutôt que les objets et la stabilité. Et donc, ça veut dire être capable aussi de travailler un petit peu différemment, c'est-à-dire de temps en temps de travailler en 3 dimensions. Quand on travaille sur un modèle économique qui est totalement abstrait, c'est travailler en disant finalement, et si la connaissance était une valeur économique, et si la confiance était une valeur économique non mesurable, qu'est-ce que ça indiquerait, qu'est-ce que ça impliquerait, etc. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, le point qui, je pense, est le plus difficile, c'est de savoir faire abstraction d'une représentation de la réalité où on est au centre. Ça, c'est surtout dans l'entreprise, systématiquement, quand on parle d'innovation, on dit donc qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que mes concurrents vont me demander, qu'est-ce que me demander, m'obliger à faire, pardon, qu'est-ce que mes clients vont me demander, etc. Alors qu'en fait, il faut considérer que il n'y a pas de centre d'un écosystème, il n'y a que des mouvements. Et ça, c'est quand même très éloigné de ce qu'on apprend à l'école. Très éloigné, très éloigné. Donc, j'aurais voulu te demander ton conseil pour développer la résilience, mais dans ce contexte-là, j'ai le goût de te demander plutôt comment développer ou laisser émerger son ambition pour entrer dans une démarche d'innovation radicale. Il me semble que le point qui permet l'innovation radicale, c'est de partir de l'hypothèse qu'on est dans une phase de transition en termes de civilisation, en termes d'économie, même en termes humains. Ce qui veut dire que c'est à nous de décider ce qu'on veut faire, entre guillemets, après cette transition. Et l'innovation radicale a cette ambition, justement, qui consiste à dire, une fois que les tourments seront passés, sachant qu'on ne sait pas ce qu'ils vont provoquer, on sait juste qu'ils vont être importants, on ne sait pas jusqu'à quel point ils vont être irréversibles, qu'est-ce qu'on veut obtenir et à quoi on veut que le monde ressemble après. Et c'est ça qui doit guider l'innovation radicale. Pour toi, qu'est-ce que ce serait les principales caractéristiques d'un leader qui franchit cette transition de l'innovation radicale? Alors, un leader, il a déjà une vision. Cette vision se détache du présent. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par le présent, mais elle est définie par le futur. Ce qui veut dire qu'il construit une vision à partir d'un idéal et non pas d'une amélioration. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, un leader, il est, sinon charismatique, en tout cas, il arrive à réunir autour de lui des personnes et des individualités qui partagent ses convictions et qui apportent des ressources intellectuelles, physiques, etc., qui vont alimenter et servir cette vision. Et le troisième point, c'est quelqu'un qui est capable d'être curieux et, j'ai presque envie de dire résilient, pour le coup, par rapport à toutes les péripéties qu'il va traverser. Donc, ça serait quoi le conseil pour développer cette petite résilience qui va contribuer Alors, au leader, je dirais, n'oubliez pas que compte tenu de votre position de leader, vous êtes responsable du futur. Accepter cette responsabilité du futur. Et l'endosser, oui, véritablement. Ben, merci beaucoup pour ça, Édouard. Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour nous parler de ta mission? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu interviens? Avec qui tu aimes intervenir? Et ainsi de suite. Ma mission est d'aider les dirigeants et les accompagner dans la construction de leur vision, c'est-à-dire d'être capable d'aller au-delà des péripéties et des difficultés auxquelles ils sont confrontés pour construire un avenir qui soit désirable à leurs yeux et aux yeux de la société. Et pour ça, il y a évidemment beaucoup de travail à faire et j'ai essayé
de construire une méthode d'innovation qui permette aux dirigeants et puis à des consultants et à n'importe qui de pouvoir aller sur ce chemin dans lequel on accepte de lâcher prise sur ses croyances, dans lequel on décide de faire parler ses idéaux et dans lequel on essaie de construire des innovations qui échappent au paradigme ancien. Je l'ai appelé le butterfly process, j'allais dire en français le butterfly process, qui est en fait la possibilité de travailler à la fois sur des éléments comme la théorie du chaos, l'analyse systémique, et puis la capacité à oublier les structures dans lesquelles on travaille pour essayer de construire quelque chose de neuf. Et cette notion de butterfly process que je commence un peu justement à organiser comme méthode, j'aimerais pouvoir la diffuser de façon libre à tous ceux que ça intéresse pour qu'ils l'utilisent, qu'ils l'améliorent, qu'ils la contestent aussi, et que ça puisse devenir un référent dans le travail autour de l'innovation. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît? Oui, alors quelques-uns. Un qui concernait la région de l'Île-de-France, donc la région parisienne, et qui m'était posé par la collectivité territoriale de la région. Et à quoi va ressembler le tourisme parisien en 2030? Wow. Voilà. Et la question était posée juste après les attentats de Paris, au moment où on commençait à réaliser que peut-être quand même le climat aurait un effet sur le tourisme, au moment où on réalisait qu'il y avait énormément de nouveaux acteurs du tourisme qui apparaissaient, des concurrents, entre guillemets, comme Dubaï, comme certaines villes asiatiques. Et donc la question, c'était à quoi ressemblera le tourisme en 2030 et de ce fait, qu'est-ce que nous devons faire? Très intéressant. Peut-être un autre exemple d'entreprise, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Alors, une entreprise qui a vu son marché divisé par deux à la suite d'une loi. Et cette entreprise, en fait, avait pour mission de gérer la sécurité sociale des étudiants en France. Et elle le faisait depuis une cinquantaine d'années. Et une loi a modifié cette délégation de service public, pour reprendre le terme officiel, en disant à partir de 2020, cette mission sera réalisée par l'État. Donc, vous ne vous en occuperez plus. Et cette entreprise qui faisait ça depuis 40 ans s'est retrouvée avec un chiffre d'affaires qui était divisé par deux, puisque c'était une de ses principales activités. Et donc, la question était de dire, qu'est-ce qu'on fait après? Et là, c'était un véritable bouleversement. Et il ne s'agissait pas d'imaginer quelque chose en rupture, c'était repartir de zéro. Édouard, j'apprécie réellement le temps que tu as pris avec nous ce matin, aujourd'hui. Et puis, s'il y a une dernière chose que tu veux ajouter avant qu'on se quitte? Non, je voudrais juste témoigner de mon plaisir d'intervenir sur Mon Coach TV et je te remercie pour la confiance que tu m'as accordée sur cette interview. Le plaisir a été mutuel et puis on se redonne rendez-vous un autre tantôt, peut-être sur une terrasse à Paris ou à Montréal. Ou à Montréal, absolument. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.